Cela s'est passé l'année dernière. Mon pote Thierry est très impliqué et bien connecté dans le milieu musical. Par milieu musical, je parle plus précisément de la scène danse, électro tout le long de la côte et principalement entre la Bretagne et la région parisienne. C'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à accomplir avec son équipe en seulement 2 ans. En résumé, leur société organise ce qu'ils appellent des événements dans des lieux très prestigieux en général, le club ou l'espace de fête le plus connu de la ville où ils se trouvent. Ensuite, ils font appel à des artistes extérieurs qui sont souvent des DJ très connus, parfois même presque célèbres. Je ne suis pas très impliqué dans ce milieu, donc je ne sais pas exactement qui ils ont fait venir, mais je peux vous dire qu'il y a eu de très gros noms. Mais à ces contextes. Thierry et moi, on se connaît depuis plus de 20 ans. Je le connais depuis presque toujours, et il a été mon meilleur ami pendant la plus grande partie de ma vie. À cause de ça, il me laisse ainsi qu'un groupe d'amis d'enfance assister à ses soirées gratuitement et traîner avec les artistes dans l'espace VIP. C'est vraiment génial, et je devrais lui en être plus reconnaissant. Thierry devait organiser un énorme événement le week-end du 14 juillet sur la côte atlantique. Ça allait être leur plus grand jusqu'ici, et tous nos amis communs y allaient. Thierry m'a invité à venir tôt avec lui, et j'ai évidemment accepté. Nous avons fait le trajet d'1h30 avec notre autre ami Mathieu, et nous sommes arrivés sur place 4 heures avant l'ouverture des portes. Mathieu et moi n'avions pas grand-chose à faire pendant que Thierry et son équipe s'installaient alors. Nous avons décidé de prendre un peu d'avance sur la consommation d'alcool. Thierry et son équipe avaient droit à autant d'alcool qu'ils voulaient offert par le lieu, et Mathieu et moi en avons bien profité. Quand le premier DJ a commencé son set, nous étions déjà bien éméchés pour dire les choses gentiment. C'était le week-end du 14 juillet après tout, donc on se disait que nos activités de dégénérés étaient excusables. Quelques heures plus tard, on était complètement ivres. Honnêtement, je ne me souviens pas d'une autre fois depuis où j'ai été aussi saoul. Même pas proche. Ne vous méprenez pas, Mathieu et moi sommes des adultes. On tient bien l'alcool. Vomir ou se ridiculiser n'était pas le problème. C'était juste le manque de contrôle et les mauvaises décisions. Mais malgré tout, on passait un super moment, du moins d'après ce dont je me souviens. La soirée touchait à sa fin, et c'était le moment de décider comment on rentrait ou avec qui, ou les deux. Thierry avait loué un Airbnb tout près, et nous avait promis chacun un lit, donc pas de soucis pour l'hébergement. Mais l'autre sujet, c'était de savoir avec qui on allait finir la nuit. On est allé au bar en dansant, et on a commencé à parler à 2 filles qui nous plaisaient. Rapidement, on avait trouvé avec qui passer la fin de soirée. On n'est pas des mannequins Calvin Klein, et on fait tous les deux plus d'1m80. Et pour une raison que j'ignore, la plupart des mecs sur cette côte sont plus petits que la moyenne, donc la taille est un gros atout. Et ça semble être ce que les filles recherchent le plus ici. Pas le physique, pas l'intelligence, juste la taille. Je suis probablement en train de massacrer leurs prénoms, mais je suis à peu près sûr qu'elles se sont présentées comme Léa et Sophia. C'est là que mes souvenirs commencent à devenir flous, donc il y aura peut-être des trous dans l'histoire. D'après ce dont je me souviens, c'est Sophia qui a proposé qu'on parte tous ensemble pour continuer la fête ailleurs, ce que Mathieu et moi n'allions pas refuser. Léa nous a tendu un verre à chacun en disant qu'il fallait qu'on se mette à leur niveau, avant de partir, même si on avait déjà bu l'équivalent de son poids en alcool. Oui, je sais que des filles offrant des verres à des gars, c'est inhabituel, mais elles étaient clairement riches vu la façon dont elles étaient habillées. Après avoir bu, nous avons quitté la salle, et Sophia a proposé d'aller chez elle tout près en bord de plage. Ça m'a surpris car je pensais qu'on allait retourner à notre Airbnb vu que d'habitude ce sont les mecs qui hébergent. Mais elles ont insisté sur le fait que sa maison de plage était bien plus belle. Elles avaient raison, donc on n'a pas discuté. On a marché le long de la plage en discutant et je les ai trouvés vraiment intelligents. C'était rafraîchissant de parler d'autre chose que de la vie nocturne. À un moment, je me suis senti gêné d'être si saoul car je n'arrivais plus à bien m'exprimer. C'est là que j'ai remarqué que j'étais plus ivre qu'il y a 15 minutes, mais d'une ivresse étrange, mes jambes étaient molles, mes mouvements difficiles, comme si j'allais m'effondrer, puis la sensation a disparu. On est arrivé chez elle et c'était incroyable sculpture sur socle déco luxueuse, mais minimaliste. 15 minutes après, Mathieu et Sophia avaient disparu, me laissant seul avec Léa. Elle s'est penchée pour m'embrasser, et c'est le dernier souvenir que j'ai avant le trou noir. Il manque plusieurs heures à ma mémoire, mais je sais que je suis resté conscient car j'ai envoyé des messages depuis mon téléphone. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que Mathieu a vécu exactement la même chose au même moment. Je me suis réveillé en plein soleil, dans des buissons à plus d'1 heure de là, sans téléphone, sans portefeuille, sans clé, et dans des vêtements qui n'étaient pas les miens. Mes chaussures étaient mouillées et sans lacets. J'étais désorienté et terrifié. J'ai marché jusqu'à un 7-Eleven et demandé à utiliser le téléphone. J'ai appelé ma sœur qui m'a donné le numéro de Mathieu. Impossible de le joindre, jusqu'à ce qu'il entre dans le magasin vivant la même histoire.
Nous avons appelé la police, mais plus on leur expliquait, plus ils doutaient. Ils ont retrouvé nos téléphones dans un parking concluant qu'on était simplement trop saouls. Nous avons voulu qu'ils inspectent la maison de Sofia, mais ils ont refusé. Plus tard, j'ai vu que j'avais envoyé des SMS cohérents mais contradictoires à plusieurs personnes cette nuit-là. Aucun de nous ne comprend ce qui s'est passé. Nous avons même retrouvé la maison, mais le propriétaire a dit ne pas connaître de Sofia. Je suis reparti avec une sensation écœurante que quelque chose de grave s'était produit et que je n'en connaîtrais jamais la vérité. Je m'appelle Élodie et je vis en Auvergne, non loin de la frontière avec la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a plusieurs étés, j'ai pris la route pour rejoindre un petit village en Charente où mon ami d'université Claire organisait un barbecue pour la fête nationale du 14 juillet. C'était le genre de soirée dans un jardin avec des assiettes en carton, des feux d'artifice artisanaux et beaucoup trop de nourriture. C'était l'une des meilleures soirées que j'avais passées depuis longtemps, des gens sympathiques, une bonne ambiance, des enfants courant partout avec des cierges magiques. Je ne suis parti qu'un peu après 22h, ce qui avec le recul était sans doute ma première erreur. Dans cette partie de la région, la nuit est d'un silence absolu, une fois le soleil couché. Le trajet jusqu'à chez moi devait durer un peu plus de 2 heures, presque uniquement par des petites routes de longue ligne, droites sombres à 2 voies bordées de part et d'autre par des arbres épais. De temps en temps, je passais devant une vieille ferme ou une petite église avec un parking en gravier, mais pour la plupart ce n'était que de l'obscurité encore et encore. J'écoutais de la musique à volume bas, toujours de bonne humeur, grâce à la fête. Mais je dois avouer qu'il y a quelque chose dans le fait de conduire la nuit dans des endroits comme celui-là qui me met mal à l'aise, même sans raison particulière d'avoir peur. J'ai toujours été un peu effrayé par le noir, donc ça joue sur moi aussi. Au bout d'environ 30 minutes, j'ai remarqué 2 phares dans mon rétroviseur. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant que quelqu'un avait simplement pris la même route que moi. Mais plus il restait derrière moi, plus je commençais à y prêter attention. C'était une Nissan Ultima grise, rien d'inhabituel, sauf que le bas de la voiture semblait couvert de boue, ce que je distinguais clairement à chaque fois que nous passions sous un lampadaire à un petit croisement. Ce n'était pas si étrange en soi, mais après un moment, j'ai réalisé que peu importe si j'accélérais ou ralentissais, la voiture calquait exactement ma vitesse. J'ai pensé à une coïncidence et j'ai accéléré d'environ 10 km/h, l'Ultima fit de même. J'ai ensuite ralenti franchement encore une fois, même résultat, la distance restait identique, environ 6 ou 7 longueurs de voiture. Sur ce genre de route, les gens se doublent tout le temps. Ce n'est même pas illégal dans la plupart des portions. Je me suis décalé 2 fois sur la droite pour montrer clairement que je leur laissais la place pour passer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés exactement à la même distance. C'est là que j'ai décidé de tester. Un virage à gauche approchait une petite route résidentielle avec 4 maisons éparpillées. J'ai tourné sans hésiter, mais 10 secondes plus tard, la voiture a fait le même virage en plein milieu de nulle part. Aucune chance qu'ils habitent là. J'ai alors su qu'ils me suivaient sans le moindre doute. Une angoisse m'a saisi comme un vrai danger imminent. Mon cœur battait à tout rompre, comme si on me braquait une arme sur la tempe. Je me sentais impuissante, perdue au milieu de nulle part, ignorant totalement ce que cette personne voulait. Je voulais juste atteindre un endroit sûr, public, avec de la lumière et du monde. Comme par hasard, c'est à ce moment que le voyant de carburant presque vide s'est allumé. Je n'avais jamais ressenti une telle impuissance. Ma voiture est vieille, une Corolla de 2012 avec son lot de problèmes parfois. La réserve me donne 20 km parfois, à peine 10. Et dans cette région, il n'y a pas de station à chaque coin de rue. J'ai pris mon téléphone et cherché la station ouverte 24h/24, la plus proche, plus de 13 km. Je ne savais pas si j'allais y arriver, mais je n'avais pas le choix, hors de question de m'arrêter avec cette voiture toujours derrière moi. J'ai pensé appeler la police, mais dans un endroit aussi isolé, il mettrait une éternité à venir. Et quelque part, j'avais peur que ça rende la situation plus réelle encore. L'aiguille a plongé sur vide complet 2 minutes plus tard. J'essayais de rester calme, mais je commençais à paniquer. Chaque bruit de la voiture me semblait amplifier, la route paraissait interminable. J'imaginais ce qui arriverait une fois à sec. Par miracle, j'ai enfin aperçu l'enseigne lumineuse d'une station au loin. J'ai pris le virage brusquement et me suis garé en un seul mouvement, sortant de la voiture et courant à l'intérieur sans même fermer la porte. De là, j'ai vu l'Ultima s'arrêter à l'entrée du parking, moteur allumé immobile, une dizaine de secondes, puis repartir brusquement dans la direction opposée. J'ai raconté ce qui s'était passé au caissier qui m'a proposé d'appeler la police. Même après leur arrivée, je me sentais mal. Ce n'est peut-être pas l'histoire la plus effrayante qui soit,
mais il n'y a aucune explication qui n'implique pas de mauvaises intentions. Cette peur pure, je ne veux plus jamais la ressentir. En rentrant, je me suis juré de ne plus jamais prendre de route de campagne isolée la nuit. Mais ce n'est pas fini. Quelques semaines plus tard, en regardant les infos, un reportage parlait de 2 hommes soupçonnés de vol à main armée, tentative de meurtre et autres crimes en milieu rural. Une image floue montrait un véhicule volé, une Nissan Ultima grise, vue pour la dernière fois en direction de l'Est. J'ai su immédiatement que c'était eux. Impossible de le prouver, mais tout collait le moment, l'endroit, la description. J'ai raconté mon histoire à la police, et c'est là que j'ai réalisé que ma bêtise avait peut-être permis à 2 hommes dangereux de s'échapper. Je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir appelé plus tôt. Je n'ai jamais eu de nouvelles, mais si un jour quelque chose change, je donnerai une mise à jour.